You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Notre émission d'aujourd'hui aura comme sujet principal la prévention. Nous parlerons à nouveau de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, avec un témoignage et des informations. Nous reviendrons aussi sur les dernières d'actions et bien sûr nos annonces du cœur et nos infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net. Vous pouvez également passer par notre compte Twitter VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Pour commencer notre approfondissement sur la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, je vous propose d'écouter un témoignage. Ilaria est une femme hétéro, mère et sous PrEP. Consciente de la place que la vie sexuelle occupe ou devrait occuper dans la vie de chaque individu, elle affirme sa liberté en prenant cette forme de prévention du VIH depuis plusieurs années. Je vous propose de l'écouter et d'écouter son témoignage sincère et sans filtre. J'ai décidé de témoigner pour passer un message qui est plutôt clair. Prendre la PrEP concerne tous les adultes qui ont une vie sexuelle et qui ont envie de pouvoir vivre leur vie sexuelle de la manière plus épanouie possible. Au-delà de son genre, au-delà des appétences sexuelles, au-delà de tout. Et toi, tu la prends depuis combien de temps ? Moi, j'ai commencé la PrEP en juillet 2021, donc je pense un mois après ou quelques jours après l'ouverture et l'accès de la PrEP à tout public adulte. Et du coup, c'est ton généraliste qui te la donne ? C'est ça. En fait, j'ai pris la démarche en main en disant que, évidemment, je connaissais la PrEP depuis son premier déploiement territorial sur un public cible. Donc, j'attendais avec impatience de pouvoir entrer dans les critères pour pouvoir en profiter. J'ai recherché le médecin généraliste le plus près qui était déjà son ouverture, en tout cas son accessibilité. Donc, pour moi, c'était très facile parce que du coup, il était près de chez moi. Il connaissait déjà très bien la PrEP et il m'a toujours accompagné étape par étape avec tout le protocole nécessaire pour accéder à la PrEP. Du coup, pour toi, prendre la PrEP, c'est presque une liberté sexuelle, en fait, une affirmation de ta liberté. Tu ne les vois pas comme une contrainte, en fait. Non, ce n'est pas du tout une contrainte. Au contraire, c'est une grande force. En tout cas, pour moi, ça rentre aussi dans cet axe de bien-être et de prends soin de soi, je prends soin de moi en prenant soin de ce qui me fait plaisir, donc une vie sexuelle qui doit être protégée. Et du coup, pour moi, c'est un outil incroyable qui me permet de me protéger de ma santé du VIH et pouvoir aussi vivre sur un contexte qui justement n'est pas professionnel, n'est pas maternel, mais qui appartient à mon être femme, être humain, de manière la plus détendue, j'ai envie de dire, possible. Est-ce que tu caches à ton entourage le fait de prendre la PrEP ou tu en parles? J'en parle ouvertement, je prends la PrEP devant les invités. J'ai l'habitude de prendre la PrEP plutôt en soirée. Non, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, il n'y a rien à cacher. Ça m'interroge le fait de se poser une question de ce type. Moi, personnellement, j'estime rien faire de mal. Enfin, au contraire, je suis très ouverte à en parler, à en discuter, à entendre aussi des contre-arguments, bien que pour moi, la dimension personnelle
voire médicale. Mais j'ai aucune contrainte particulière de prendre la PrEP et d'en parler voilà, ouvertement. Oui, je fais l'avocate du diable. Du coup, avec la PrEP, tu es protégée du VIH, mais pas des autres IST. Tout à fait. En même temps, en étant protégé du VIH, ce n'est pas non plus dire qu'on est protégé de n'importe quelle maladie. Si on parle de pratiques sexuelles, voilà, pour moi, c'était très important d'avoir une protection vis-à-vis d'une maladie chronique. Et en même temps, l'accessibilité à la PrEP a répondu à un deuxième objectif pour moi très important, organiser, un profil comme le mien très organisé, aussi les étapes de dépistage. Donc, voilà, ça me permet la PrEP d'être dépistée de manière régulière, soit un suivi. En même temps, évidemment, il y a un impact sur les pratiques sexuelles, on ne se le cache pas. Je réponds à ta question en deuxième lieu par rapport à ça, parce qu'évidemment, on va devoir continuer à se protéger en faisant attention, évidemment, à tous les gestes autour de la réduction des risques. Mais voilà, ma pratique sexuelle n'a pas forcément changé beaucoup plus par rapport avant la PrEP. Mon état d'esprit, absolument oui. Et par rapport à l'observance, par exemple, une des dernières recherches qui était présentée à la CROI montre comme les femmes elles sont vraiment très peu observantes par rapport à du coup cet outil qu'on doit prendre tous les jours. Est-ce que pour toi, c'est difficile de te rappeler, ça t'arrive de l'oublier? Comment tu gères en fait la prise vraiment du médicament? Du coup, un des conseils que j'ai sans de donner, c'est justement se poser la question de la contrainte de l'observance avant même de commencer la PrEP. Pour moi, ce n'est pas du tout une contrainte. C'est sûr que j'ai bien pris en compte l'importance médicale de prendre tous les jours la PrEP. Moi, je prends un autre médicament de la même observance quotidienne, donc je peux intégrer la PrEP sans aucun souci. Il y a une pression, j'ai envie de dire, qu'il faut se faire. Alors moi, je sais que c'est très important que je prends tous les jours la PrEP pour être protégée du VIH. Et si jamais, en fait, j'oublie la PrEP et voilà, de cet oubli, je contracte le VIH, je sais qu'après, le suivi derrière serait beaucoup plus compliqué. Donc, je suis motivée à prendre tous les jours la PrEP aussi pour être dans une observance médicale et être vraiment sur une réelle protection du VIH. Est-ce que tu serais prête à passer à une autre forme de prise, par exemple, si ça s'ouvrait à la PrEP sur injection? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente du coup de faire une injection tous les 2 mois? Pour moi, le raisonnement, ça s'arrête à un moyen de prévention du VIH. Maintenant, le comment, évidemment, je prendrai un temps quand même de lire un minimum d'études, d'échanger avec plusieurs médecins, d'interpréter des associations comme le comité des familles, avant de prendre toutes les décisions. Mais peu importe, moi, j'ai envie de vivre ma vie sexuelle et de pouvoir être protégée du VIH. Est-ce que tu as des effets indésirables? Aucun. Parfait. Du départ. Le seul effet que je signale, c'est une montée de tension avant la première prise. Donc, moi, j'ai pris un instant, j'ai regardé la boîte, je me suis reposé la question. J'allais vers un inconnu aussi par rapport aux effets. J'allais un inconnu par rapport à la continuité aussi de ce suivi et aussi l'acceptation de mon corps vis-à-vis des médicaments que quand même à la base, c'est un Truvada. Enfin, voilà, ce n'est pas n'importe quel médicament. Et finalement, voilà. Au-delà de la petite paire, avant de me lancer sur la première prise, j'ai eu aucun effet indésirable particulier, en tout cas rien à signaler. Et jusqu'à maintenant, voilà, j'ai aucun souci. Et qu'est-ce que tu dirais aux autres femmes qui sont dans des situations sûrement différentes que toi, que peut-être ils ont moins de connaissances et du coup qui ne vont pas avec conscience vers cette forme de protection? Tu as un message pour eux? Est-ce que tu penses pouvoir leur dire quelque chose à elles? Alors, je vais lancer un message en général pour toutes les femmes, mais j'ai envie de dire pour tous les êtres humains. Intégrer la notion de vie sexuelle, acceptez votre vie sexuelle, épanouissez-vous par votre vie sexuelle telle que vous l'entendez et posez toutes les questions qui vont autour de votre sexuelle, tous vos besoins. Et à partir de là, si parmi ces besoins, vous relevez en effet l'existence d'une pathologie chronique comme le VIH et que du coup, voilà,
dans cette dynamique-là, vous avez envie d'un coup plus vous épanouir et vous protéger, allez vers la PrEP. Allez vers la PrEP, faites-vous vous accompagner, peu importe si on a fait des études ou pas, la connaissance est accessible à tous. Et ça, c'est une vérité qui va au-delà du médical. Vous pouvez aller à la compréhension de la PrEP, faites-vous accompagner, demandez à votre médecin. Si votre médecin est enfermé, tu sais, Christina, j'ai rencontré des gynécologues qui ne connaissaient pas la PrEP. Hein. Donc voilà, ce n'est pas tous les professionnels de santé qui connaissent aujourd'hui la PrEP. Vous ne serez pas forcément toujours encouragé, mais ça arrive pour tous les sujets de notre vie. Soyez déterminés, arrivez au bout des choses et surtout mettez une place d'importance autour de ces sujets parce que si c'est important pour vous, il est important aussi pour les personnes qui doivent vous écouter. Et c'était Hilaria, merci à sa sincérité d'avoir témoigné à l'antenne au micro de Vivre avec les VIH. Après ce témoignage, je vous propose de faire un point médical sur qu'est-ce que c'est la PrEP, comment la prendre, quel enjeu et quel frein à son utilisation. Nous le ferons avec le docteur Valérie-Anne Letembe, infectiologue à l'hôpital André Grégoire à Montreuil, enregistré lors d'un webinaire prise en charge des femmes vivantes avec les VIH. Donc la PrEP, c'est une stratégie de prévention diversifiée contre le VIH. Donc dans les stratégies de prévention, il y a le préservatif, mais il y a aussi donc la PrEP et donc c'est important d'en parler puisque depuis 2016, ce médicament il est disponible en France et que notamment chez les femmes, il est trop peu prescrit. Qu'est-ce que c'est que la PrEP ? Donc, c'est un traitement, donc c'est un médicament qui est du Truvada, donc c'est un comprimé qui permet de ne pas s'infecter par le VIH s'il est pris en pré-exposition. Donc, c'est un traitement pré-exposition. Donc, il faut bien faire la différence avec le fameux traitement post-exposition qui est le fameux traitement d'urgence. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes molécules et c'est pas du tout le même principe de prise. Donc, parfois, les gens se trompent, ils parlent de PrEP, de PEP. Donc là, ce dont je parle, c'est le traitement pré-exposition. Donc, ce traitement, donc, c'est un comprimé de Truvada. Il y a maintenant beaucoup de génériques qui sont sur le marché. Chez la femme, comment ça se passe ? C'est en fait de prendre un comprimé par jour de ce traitement. Si elle prend un comprimé par jour de ce traitement et qu'elle a un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un qui a le VIH, qui ne le sait pas, qui a une charge virale élevée et qui pourrait la contaminer, et bien en fait, elle ne sera pas contaminée. Donc, c'est un traitement qui est hyper important, qui a eu un gros impact notamment pour diminuer les contaminations dans le VIH dans des populations cibles où il y a beaucoup de VIH. Donc c'est important de savoir que ça existe. Donc chez la femme, donc c'est une prise en continu. J'ai mis en gras parce que chez l'homme, la prise n'est pas forcément en continu. Il y a 2 modes de prise, mais chez la femme, il n'y a que celui-là qui existe. Notamment, moi, ça me fait penser à une patiente que j'ai vue dont un des amis lui avait donné de la PrEP et lui avait dit comment la prendre. Mais en fait, le schéma de prise que son ami lui avait conseillé, en fait, c'était un schéma de prise masculin. Et elle, en fait, du coup, dans ce cadre-là, ça ne fonctionne pas chez la femme. Donc voilà, de bien faire attention que chez la femme, c'est en continu, donc c'est un comprimé par jour. Quand on prend la PrEP, il y a un bilan pré-PrEP à faire. Donc ce bilan, c'est un bilan IST avec sérologie VIH, syphilis, chlamydia, gonocoque, hépatite C. Un bilan pour vérifier que les reins fonctionnent bien, donc une créate et des alates. Donc voilà, c'est un bilan qui est assez simple. Quand on prend la PrEP, il faut le surveiller. Il faut surveiller donc de faire des bilans de manière trimestrielle. Donc c'est des bilans IST, hein, et donc que la PrEP ça marche à partir du moment où on prend bien le traitement. Donc pour la femme, alors attendez, je regarde. Je vais vous l'expliquer là. Pour la femme, comment ça se passe ? Il faut commencer la PrEP 1 semaine avant d'avoir des rapports à risque. Puisque la PrEP, elle est efficace 1 semaine après l'avoir commencé. Et puis, il faut l'arrêter 1 semaine après le dernier rapport à risque. Voilà comment c'est organisé. Et donc, la prise, c'est un comprimé de Truvada par jour pendant toute cette période-là. Donc, qui est éligible à la PrEP ? Donc, dans les recommandations, les personnes éligibles à la PrEP, ce sont donc des individus très exposés au risque de VIH.
donc les HSH multipartenaires, donc des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ou qui ont un antécédent d'IST dans les 12 derniers mois, ou qui sont usagers de drogue, ou qui ont utilisé un traitement post-exposition, le TPE, dans les 12 mois. Et chez les femmes, on recommande la PrEP dans le cadre de prostitution, et donc chez des femmes dont la vulnérabilité exposant à des rapports sexuels non protégés avec des personnes appartenant à un groupe de prévalence du VIH élevé. Voilà ce qui est écrit dans le rapport Morla. Ce qui veut quand même dire que l'éligibilité, elle est quand même très large. Parce que là, en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est pour des femmes, notamment d'origine d'Afrique subsaharienne, puisque dans les groupes à prévalence du VIH élevé, il y a des personnes nées en Afrique subsaharienne. Donc pour ces femmes qui auraient donc des rapports non protégés avec des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, la PrEP serait recommandée. Donc ça fait beaucoup de monde en théorie. Et ensuite, donc, d'autres situations jugées à risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle, donc à l'appréciation du professionnel. Donc en fait, l'éligibilité à la PrEP, elle est assez large. Et donc finalement, beaucoup de femmes pourraient avoir accès à la PrEP dans le cadre des recommandations. En pratique, qui prend la PrEP en France ? 97% d'hommes. Donc en moyenne âgés de 36 ans, résidant à 43% en Île-de-France, très peu précaires, puisqu'il y a à peine 1% de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide médicale qui prennent la PrEP, puisque la PrEP est prise en charge dans le cadre de l'aide médicale. Donc si je reviens à la diapo précédente, sur qui en théorie peut prendre la PrEP, notamment les femmes, et en fait, elles sont à peine 3%, même pas, à prendre la PrEP en France. Donc il y a un vrai déficit de prescription de PrEP et de prise de PrEP chez les femmes en France. Et donc, il y a un vrai enjeu de leur faire connaître, de les informer que ça existe, qu'après, elles se sentent, elles aient la volonté ou pas de la prendre, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de femmes qui, finalement, ont peur du VIH, qui ne le disent pas forcément. Mais voilà, il faut questionner, il faut informer, de dire que ça existe, qu'on n'est pas obligé de le prendre sur toute sa vie, mais que dans des périodes où voilà, on est un peu moins stable, où il y a de la précarité, puisque on voit aussi que, notamment dans les contaminations par le VIH, on voit que pour des personnes migrantes, ça va être dans les premières années d'installation sur le territoire, et qu'en fait, il y a à peu près 5 ans pour obtenir des papiers, pour sortir de la précarité. Et donc, c'est dans cette période charnière où il y a de la précarité, finalement, où il y a ces contaminations le plus importantes par le VIH. Donc finalement, c'est cette période-là où la PrEP pourrait avoir un vrai impact positif pour éviter ces contaminations un peu liées à la précarité. Donc voilà ce que je vous disais, c'est qu'il y a trop peu de femmes sous PrEP. Les freins, donc là dont je parlais, c'était le frein qui était lié à la précarité. Donc c'était dans le cadre de la PrEP, de ne pas proposer que la PrEP, mais une prise en charge globale et sociale, de proposer une ouverture de droits, de proposer un suivi, de proposer des consultations PASS et la PrEP. Donc voilà, de proposer une sorte de package, puisque finalement, on sait aussi que pour des femmes précaires, les enjeux et l'importance, les enjeux importants de leur existence vont pas être dans la santé sexuelle. Ça va être plein d'autres choses, savoir où se loger, comment se nourrir, avoir des papiers. Donc ça va être ça les enjeux principaux, et la santé va passer un peu après. Et donc l'idée, c'est que si on arrive à leur proposer une prise en charge globale, une solution pour des papiers, ou en tout cas pour demander l'aide médicale, de proposer des soins, etc., donc de pouvoir proposer la PrEP dans ce cadre-là, donc dans ce cadre de prise en charge globale, de prise en charge gynéco, etc., ça peut être une possibilité pour s'exonérer du frein lié à la précarité.
Et il y a donc ce frein qui est lié à la prise du traitement, puisque les femmes, contrairement aux hommes, elles ont une prise en continu avec donc une semaine de traitement avant d'être efficace, puis une semaine de traitement de PrEP avant que la PrEP soit efficace, avant le premier rapport non protégé, et puis au dernier rapport non protégé, pour que ce soit efficace, il faut la prendre encore une semaine après. Donc en fait, c'est une prise qui est assez importante, assez lourde, contrairement aux hommes qui peuvent prendre 2 comprimés de PrEP 2 heures avant le rapport sexuel, un comprimé le lendemain et le surlendemain, et puis ils peuvent arrêter. Donc ça, c'est un schéma qui n'existe pas chez la femme. Ce qu'on sait aussi, c'est que depuis 1 an, les Américains ont l'AMM pour faire de la PrEP injectable, et donc qui permettrait d'avoir une injection de PrEP tous les 2 mois. Et donc, au niveau de la prise, ce serait un peu différent et peut-être qu'il y aurait plus d'adhésion au traitement parce que moins compliqué qu'une prise quotidienne. Donc ça, voilà, c'est pour l'instant en France, il n'y a pas l'AMM, mais il y a des discussions autour du pricing, enfin du prix des médicaments. Les Américains, ils ont commencé depuis 1 an et les résultats sont bons. Et donc on se dit que notamment chez la femme, dont c'est difficile en France d'avoir, on voit qu'il y a trop peu de femmes sous PrEP. Est-ce que finalement, les traitements injectables pourraient être une solution pour faciliter la prise du traitement? Donc ça, c'est aussi des choses qui vont pouvoir, je pense, se faire dans les prochains mois, prochaines années. Et enfin, il y a un vrai frein qui est lié au manque d'information. Alors, au manque d'information des patients, mais aussi au manque d'information des professionnels de santé. Puisque si on ne propose pas la PrEP, si on n'explique pas ce que c'est, en fait, les gens ne peuvent pas le savoir. Il y a très peu de il y a très peu d'informations en population générale, il y a très peu de messages de santé publique sur la PrEP. Il y en a un petit peu, il y a quelques campagnes, mais c'est très ciblé. Et finalement, je ne sais pas si le grand public connaît la PrEP. Il y a une vraie méconnaissance du grand public. Donc, il y a de la part de nous, professionnels, finalement, l'idée de nous connaître, de nous faire cette information et cette proposition aux patientes. Et donc, pour se former, donc, il y a un site qui s'appelle Forma PrEP qui permet de se former à la PrEP et c'est compté dans les DPC, je crois. Donc, ça peut aussi faire valider de la formation continue. Et donc, ça permet d'avoir de l'information là-dessus pour pouvoir en parler et informer, de dire que ça existe. Et après, les patientes s'en saisissent ou pas. Et pour terminer cette page dédiée à la PrEP, à la prophylaxie pré-exposition, lors de la dernière journée scientifique organisée par SIDAction, j'ai pu enregistrer l'intervention d'Auguste Eubanks, dit doctorande à Marseille, qui s'exprime sur sa recherche sur la PrEP chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes en Afrique de l'Ouest. Donc oui, je vais vous parler des travaux issus de ma thèse que j'ai soutenue en décembre sous la direction de Bruno Speer au CESTIM et soutenue par SIDAction et MRS. Donc voici le plan de la présentation. Je vais faire un petit contexte des données utilisées dans le cadre de la thèse et quelques résultats principaux suivis par des discussions. Donc pour commencer par le contexte en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une épidémie de VIH qui est mixte, avec une prévalence variable selon la population. En 2021, 74% des nouvelles infections étaient chez les populations clés et leurs partenaires sexuels. Un exemple, c'est chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les HSH, où la prévalence est environ 10 fois plus depuis plus de 10 ans. Et malgré cette épidémie concentrée, les HSH sont mis à l'écart des programmes VIH. Ils subissent une forte stigmatisation au niveau culturel, des politiques législatives discriminatoires et un manque de soutien institutionnel. Par conséquent, les structures communautaires dédiées aux populations clés font partie des rares structures assurant les interventions de santé sexuelle diversifiées et adaptées aux HSH. Donc, dans ces mêmes types de structures communautaires, comme SM, une cohorte interventionnelle a été mise en place entre 2015 et 2020. Son objectif était d'évaluer la faisabilité et l'intérêt d'une prise en charge globale à visée préventive trimestrielle des HSH en Afrique de l'Ouest.
Les résultats principaux ont montré que les participants sont éligibles pour la prophylaxie pré-exposition, la PrEP. En plus, la PrEP semble faisable dans ce contexte. Donc, malheureusement, même une décennie après que l'efficacité de la PrEP orale a été prouvée, les données informant la cascade de soins PrEP dans le contexte sont rares et le déploiement est lent. Peu de pays d'Afrique subsaharienne disposent de programmes nationaux de PrEP et les initiations se concentrent majoritairement en Afrique orientale et australe. Donc, selon les très rares études chez les HSH en Afrique subsaharienne, il a une faible connaissance de cet outil, mais un grand intérêt. En outre, l'initiation et l'utilisation étaient variables, avec des problèmes d'observance et de rétention dans les soins de PrEP au fil du temps. Donc maintenant, je vais vous présenter l'une de ces rares interventions fournissant la PrEP aux HSH en Afrique de l'Ouest à ce jour, COMESM PrEP, une étude de cohorte prospective qui a essayé de combler certaines de ces incertitudes et l'objet de ma thèse. Donc, l'objectif de COMESM PrEP était d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de la PrEP au sein d'une prise en charge globale de santé sexuelle dans 4 cliniques communautaires. Le centre Oasis de l'association African Solidarité à Ouagadougou, la clinique de confiance à Abidjan, la clinique des arts d'Arkatsila à Bamako et le centre Lucia d'Esparville Togo à Lomé. Donc, COMESM PrEP était la suite de COMESM et l'inclusion a commencé en novembre 2017 au Burkina Faso et au Togo, puis en janvier 2018 au Mali et en Côte d'Ivoire. Donc, après environ 3 ans et demi de suivi, COMESM PrEP a pris fin en juin 2021 dans tous les pays. Donc, ces travaux sont réalisés en partenariat avec les équipes académiques et associatives européennes et africaines. Et elle était financée par l'INRS et l'initiative. Donc, 647 HSH correspondant aux critères d'inclusion étaient recrutés directement de l'ancienne cohorte COMESM ou en dehors de COMESM. Donc, voici l'intervention. C'était une prise en charge globale de santé sexuelle trimestrielle, incluant la PrEP en continu, donc tous les jours, ou à la demande en fonction des risques, au choix des participants avec la possibilité de changer, voire d'arrêter, et de reprendre au cours du suivi. Elle était donnée gratuitement et inclut un remboursement des frais de transport. Et un autre aspect était des conseils individualisés par les périéducateurs. Puis, en cas de diagnostic des IST ou VIH, les participants étaient pris en charge immédiatement. Et enfin, le dernier volet était un recueil de données socio-comportementales et cliniques. Donc, maintenant, on va passer aux résultats principaux de ma thèse, issus de l'analyse de ces données. Donc, dans la première étude, nous avons essayé de comprendre dans quelle mesure l'introduction de la PrEP a contribué à recruter des participants avec un profil spécifique. Donc, après l'incorporation de la PrEP, 91% des participants COMESM éligibles se sont inscrits en COMESM PrEP. Et après les sorties de la cohorte, en raison de en conversion, perte de vue, etc., d'autres participants ont dû être recrutés en dehors de COMESM, ce qu'on appelle les nouveaux participants. Du coup, 524 participants ont rempli un questionnaire à l'inclusion et 41% de ces participants étaient les nouveaux. Et après une analyse multivariée, les nouveaux participants avaient un profil plus vulnérable que les participants recrutés directement du COMESM. Donc, on pouvait conclure que, contrairement à COMESM, qui recrutait des HSH plus proches aux structures communautaires et aux périéducateurs, COMESM PrEP a élargi la portée du programme pour inclure les HSH éloignés de ces structures grâce à l'incorporation de la PrEP dans l'offre de prévention et l'utilisation des réseaux HSH au cours du temps. Ensuite, nous avons étudié les facteurs associés à l'utilisation de la PrEP et ceux associés à une observance correcte dans COMESM PrEP. Donc, parmi les 2839 derniers rapports annuels déclarés, de M3 à M36, le taux d'utilisation de la PrEP était de 70%. Et parmi les rapports où l'utilisation de la PrEP a été déclarée, le taux d'observance correcte était de 73%. Donc, les messages clés issus des analyses multivariées étaient que l'utilisateur de PrEP avait plus de chances de venir au centre en dehors des visites,
et que ceux qui avaient contacté plus les père-éducateurs en dehors des visites avaient plus de chances d'avoir une observance correcte. Tandis que ceux qui étaient vulnérables sur le plan socio-économique ou psychosocial avaient moins de chances d'avoir une observance correcte. Ces résultats indiquent que l'attractivité du centre et de son accompagnement représentent un levier pour mieux suivre la PrEP et mieux prendre la PrEP. Néanmoins, ils indiquent que la vulnérabilité représente une barrière pour l'observance de la PrEP. Donc, en arrivant aux troisième étude, nous avons constaté le besoin de savoir qui était à risque de se reconvertir dans le cadre d'une offre de prévention combinée. L'objectif de cette étude était donc d'investiguer le taux et les prédicteurs de la protection VIH inefficace. Donc, après un temps de suivi moyen de 12 mois, de N3 à N36, un taux de protection inefficace de 17% a été trouvé parmi les 1839 rapports sexuels déclarés. D'après l'analyse multivariée, les participants avec une protection inefficace avaient plus de chances d'être vulnérables socialement, par exemple les utilisateurs à la demande avec une situation financière difficile, ceux qui sont isolés de la communauté HSH et ceux qui ont des troubles d'alcool. Donc, bien que la PrEP et les préservatifs soient offerts gratuitement dans le cadre d'une prise en charge globale de santé sexuelle, le taux de protection inefficace contre le VIH était non négligeable et persistante durant le suivi. Donc, dans la quatrième et dernière étude que je vais vous présenter aujourd'hui, notre objectif était d'estimer la proportion des participants perdus de vue à la fin de la cohorte et d'identifier les acteurs associés. Nous nous sommes intéressés au premier événement de perte de vue, défini comme un participant qui n'est pas revenu après 6 mois, même si le participant est revenu plus tard. Donc, au cours du suivi, 58% étaient perdus de vue, et sur ces 372 participants perdus de vue, un tiers sont retournés aux soins plus tard, ce qui signifie que 2 tiers étaient définitivement perdus de vue. Concernant le modèle multivarié de Cox, les facteurs de risque clés étaient liés à la vulnérabilité socio-économique et psychosociale, ainsi que la perception de risque, tandis qu'un facteur protecteur clé était le contact avec les père-éducateurs en dehors des visites. Cette étude souligne que la rétention dans les soins est un problème clé à aborder dans les programmes de PrEP et que les leviers et les barrières potentielles existent. Donc, maintenant, on arrive à la discussion globale de ces résultats. Donc, on peut tirer plusieurs messages transversaux. Le premier, c'est que l'approche communautaire est un levier potentiel pour améliorer plusieurs étapes de la cascade des soins de PrEP. Dans nos études, la sensibilisation par les pairs au fil du temps a permis d'atteindre un nouveau profil de HSH débutant la PrEP. La fourniture de la PrEP dans les cliniques communautaires a encouragé son utilisation. Et l'éducation par les pairs a facilité l'observation correcte et a aidé à protéger les participants de la perte de vue. Un deuxième message transversal, c'est que la vulnérabilité socio-économique et psychosociale est une barrière à plusieurs étapes de la cascade. Par exemple, les utilisateurs à la demande, financièrement précaires, étaient moins susceptibles d'avoir une observance correcte et plus susceptibles d'être protégés de manière inefficace contre le VIH. Puis, se sentir seul était associé à une mauvaise observance de la PrEP, et la dépression était un facteur de risque de la perte de vue. Enfin, l'isolement de la communauté HSH ou de sa propre identité HSH était un prédicteur d'une protection inefficace, ainsi qu'une consommation problématique d'alcool. Enfin, plusieurs résultats ont reflété la perception de risque des participants. Par exemple, l'offre de PrEP semble avoir attiré les personnes les plus à risque d'infection par le VIH et les moins impliquées dans les cliniques de l'étude, c'est-à-dire celles qui ont le plus besoin de PrEP. Ensuite, l'utilisation et l'observance de la PrEP étaient associées à des comportements connus pour être à risque d'infection par le VIH. Enfin, ceux qui ne percevaient aucun risque d'infection par le VIH avec leur partenaire stable étaient plus susceptibles de partir, car le besoin de PrEP diminuait probablement. Mais c'est important de souligner que cette perception de risque doit refléter le niveau de risque actuel et repose sur une communication ouverte entre partenaires sexuels. Donc, pour conclure, ces études mettent en évidence 3 points clés. En premier lieu, ces résultats soutiennent clairement les recommandations pour la mise en œuvre urgente de la PrEP pour les HSH en Afrique de l'Ouest.
Les données indiquent que la PrEP à la demande et continue devrait être proposée dans les programmes pour permettre aux AESH d'adapter leur prise de PrEP et leurs besoins. Cependant, ces résultats soulèvent également que la rétention de les soins et l'observance de la PrEP nécessitent une attention particulière, surtout chez les AESH vulnérables, sur le plan socio-économique et psychosocial. Et enfin, les méthodes communautaires, et notamment le soutien par les pères éducateurs, peuvent améliorer l'initiation, l'engagement et le désengagement de la PrEP. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH. Nous avons terminé notre page dédiée à la prophylaxie pré-exposition. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer, si vous avez raté le début de cette émission, tout un podcast sur notre site comitedefamille.net. On va faire une petite pause musicale avec El Chulo y Gente de Zona Loco por Bailar Contigo. Tengo dando vuelta a la cabeza, voy a contar la historia y así es que empieza. Era una noche de esa, yo andaba por ahí buscando como un lobo a su presa. Mandé champán a una mesa donde había tanta belleza como me gustan a mí. Y cuando te vi bailando pega con tu amiga, yo me sorprendí, yo me sorprendí. Yo loco por bailar contigo y loco por bailar con ella y yo, queriendo con las dos y las dos queriéndose entre ella y yo. Loco por bailar contigo y loco por bailar con ella y yo, queriendo con las dos y las dos queriéndose entre ellas. Y no diría que estaba a punto de cumplir mi fantasía y creyendo que todas me las sabía, pensando que a las dos me llevaría y aunque quería no pasó. Ay, aquí salí sobrando yo, mi instinto me traicionó, aquella vuelta se cayó y yo Loco por bailar contigo y loco por bailar con ella y yo, queriendo con las dos y las dos queriéndose entre ella y yo. loco por bailar contigo y loco por bailar con ella y yo, queriendo con las dos y las dos queriéndose entre ellas. Yo queriendo estar con las dos y las dos en un drama. Se nota de lejos que se aman. Yo lo sé por la forma en que se besaban, que tú ciego puedes ver lo mucho que se gustaban. Dicen que una es natural, la otra es hecha. Y yo echando maíz porque dicen que el que siembra cosecha. Los huevos que se tiran los desechan. Recuerden que no es el lindo, es la flecha. Y cuando la vi bailándome con su amiga, yo me sorprendí. Yo me sorprendí. Yo loco por bailar contigo y loco por bailar con ella y yo, queriendo con las dos y las dos queriéndose entre ella y yo. Yo loco por bailar contigo y loco por bailar con ella y yo, queriendo con las dos y las dos queriéndose entre ella y ella. Número uno. A mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer. Y si van a hacer un cumpleaños, déjenme probar el pastel. A mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer. Y si van a hacer un cumpleaños, déjenme probar el pastel que yo quiero comer. Corazón y melodía y 10 canciones tuyas es una frase mía. A mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer. Y si van a hacer un cumpleaños, déjenme probar el pastel. A mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer. Y si van a hacer un cumpleaños, déjenme probar el pastel que yo quiero comer. Le comité des familles fête ses 20 ans. On n'a peut-être pas de méthode pour accompagner les partenaires séronégatifs de personnes séropositives. Et l'autre point, que si on veut lutter contre les discriminations,
Il y a probablement à commencer à lutter contre l'autostigmatisation des personnes, la perception de leur propre corps contaminant, et en l'espèce, leur fournir un traitement qui réduit l'infectiosité, à mon avis, modifie fondamentalement la représentation que certaines personnes ont du risque qu'elles font courir aux autres. Rendez-vous le jeudi 5 octobre à 18h au comité des familles. Inscription obligatoire au 01 40 40 90 25. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH, vous reconnaissez cette musique de fond, j'imagine. C'est le moment des annonces du cœur. Les annonces du cœur que vous trouverez sur notre site internet. Ça suffit de vous inscrire avec une adresse mail valable et après, vous pourrez écrire votre première annonce qui sera validée par nos soins. Et après cette première passage, vous pourrez échanger privatement avec la personne qui plus vous intéresse. Comme d'habitude, je vous lis quelques dernières annonces. Jeune homme de la quarantaine, intelligent, cultivé, africain en Île-de-France, recherche une femme cultivée de 30 à 36 ans, crainte de Dieu, maximum un enfant et désir d'avoir d'autres enfants, vivant dans l'Union européenne. Alors toi, ma belle, viens enfin qu'on écrit une belle histoire d'amour remplie de fous rires, de pleurs et surtout de beaucoup d'amour. Bonjour, je suis une maman camerounaise qui réside en France, situation stable. J'ai 39 ans, j'habite en Île-de-France. Je recherche une relation stable avec un homme à partir de 40 ans, pas moins s'il vous plaît, et je tiens à préciser que je n'aimerais plus avoir des enfants. Vie équilibrée à 44 ans, mais il manque selon moi la chose la plus importante, l'amour. Je suis désormais complètement disponible et tournée vers l'avenir. Je ne demande qu'à partager des incroyables moments avec un homme dont l'âge varie entre 39 et 50 ans, évoluant dans les domaines de l'humanitaire ou la culture. Si cette projection dans le futur t'attire et que toi aussi tu aimerais avoir ça, alors écris-moi. Mais assez de parler de moi, parle-moi de toi. À très vite. Pour finir, jeune camerounaise âgée de 33 ans, célibataire sans enfant, rêve d'être aimée un retour, de fonder une famille et vivre tranquille, juste la tranquillité. Et c'est tout pour les annonces du cœur de cette semaine. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour récupérer les dernières annonces. De la dernière journée scientifique organisée par SIDAction, j'ai rencontré Sandrine Fournier à laquelle j'ai demandé un bilan du dernier SIDAction, les 3 jours de collecte de fonds pour la recherche contre le VIH. La dernière édition du SIDAction Média, qui a eu lieu du 24 au 26 mars, est une, je dirais, alors quel bilan peut-on en faire ? On peut dire que, compte tenu du contexte, vraiment pas très favorable à la collecte de manière générale, parce qu'il y a une inflation, vous le savez, assez forte, parce que les gens sont très préoccupés par la réforme des retraites également, et que l'espace médiatique lui-même était très occupé par cette question très importante. Effectivement, on ne peut pas dire que le contexte de la collecte ait été très favorable, et dès lors, on peut considérer qu'on a la chance d'avoir des donateurs qui demeurent très fidèles, et donc avec un niveau de collecte qui est assez semblable à celui de l'année dernière. Donc à cet égard, on est nous vraiment assez satisfaits. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Et maintenant, cet argent, il va financer quoi en particulier ? Est-ce qu'il y a des projets intéressants qui vont commencer ou des choses qui vont continuer à être financées parce qu'ils sont bien, ils continuent ? Alors oui, de toute façon, on finance tout de même beaucoup de projets. Alors pour ce qui concerne les actions associatives, on finance beaucoup de projets en reconduction. Ça ne veut pas dire que les projets sont reconduits à l'identique. Évidemment, c'est quelque chose qu'on suit de très près et on s'assure que les actions associatives menées
s'adapte bien à l'évolution des enjeux pour les personnes qu'elle concerne. Donc on a quand même une majorité de financements qui sont attribués à des associations qu'on connaît déjà, tant en France qu'à l'international. Et comme vous le savez, pour en dire deux mots, ce sont des actions, alors pour ce qui concerne les actions de prévention qui ciblent vraiment les publics les plus exposés. On ne finance pas de prévention généraliste, en tout cas pas en France. En Afrique, c'est un peu différent. On finance davantage d'ailleurs d'associations qui ont pour particularité de faire, notamment de proposer une offre médicale, mais aussi de distribuer des antirétroviraux, etc. Donc on est sur des programmes beaucoup plus médicalisés en Afrique, et c'est absolument indispensable. Des programmes, par exemple, qui visent à empêcher la transmission de la mère à l'enfant. Vous savez qu'en France, c'est fort heureusement devenu très très rare, mais en Afrique c'est encore très très malheureusement très commun. On finance des associations en Afrique de l'Ouest en particulier qui sont dans une situation aujourd'hui très défavorable. Je pense en particulier aux enfants. On sait qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, seul un enfant sur 3 vivant avec le VIH a accès au traitement. Donc il y a encore vraiment beaucoup à faire. Voilà, en France, on est davantage sur des actions qui vont cibler donc des personnes les plus exposées, les travailleurs et les travailleuses du sexe par exemple, les jeunes gays sur des actions en outreach sur Internet, etc. Les personnes incarcérées, évidemment les personnes migrantes. Voilà ce qu'on finance pour les associations et bien sûr la recherche, et là il reste beaucoup à faire. Justement, du coup, ces derniers temps, on a eu les injectables, on a vu la diffusion des injectables, et on a des retours des patients qui sont très contents. Et de l'autre côté, on a un échec d'un vaccin dont on avait beaucoup d'espoir. Maintenant, comment vous voyez un peu les futurs ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je dirais que, alors d'abord la piste, alors si on commence par les injectables, il va falloir, je pense, davantage aussi interroger les personnes directement concernées. On voit bien que c'est une solution qui peut être extrêmement intéressante pour un certain nombre d'entre elles, pas du tout pour d'autres. Et en fait, on a nous intérêt en fait à développer un maximum d'outils et de possibilités pour faire en sorte que les personnes puissent avoir le choix tout simplement et être le plus observantes possible, quels que soient les contextes. Donc voilà, sur les injectables, on est évidemment très heureux et très heureuse de cette évolution. On espère arriver à des injectables bientôt qui seront qui diffuseront tous les 6 mois par exemple, tous les ans ensuite. Enfin voilà, on est vraiment dans cette perspective. Quant aux recherches vaccinales, c'est, vous le savez, très complexe. C'est un virus très complexe. Vous savez qu'on est sur 2 stratégies, des stratégies à la fois de vaccination préventive. Et donc là, des essais sont en cours, mais je dirais qu'on a appris aussi à être très prudent dans le VIH, parce qu'on voit que ça fait quand même 30 ans qu'on cherche, ou presque 40 même, et on n'y est pas encore. C'est vraiment un virus très complexe. Ce qui peut-être est plus prometteur aujourd'hui, ce sont des stratégies vaccinales plutôt thérapeutiques, c'est-à-dire ce qui s'adresse à des gens qui vivent avec le VIH, et donc des stratégies qui visent à booster leur immunité. Là encore, ça n'est pas simple du tout non plus, puisque comme vous le savez, l'immunité naturelle ne parvient pas pour l'heure à répondre efficacement au VIH. Donc il faut trouver le moyen de comment faire en sorte, comment activer le système immunitaire pour être efficace contre ce virus qui reste très très coriace. Et voilà, ça c'était pour les bilans des SIDAction, et vous avez entendu les nouveautés des systèmes pour booster les systèmes immunitaires. C'est très intéressant, les injectables, les vaccins, voilà, il y a beaucoup encore à faire, et on continue. Un vaccin, justement, une autre information, un vaccin pour éduquer les systèmes immunitaires. Il s'agit d'un vaccin qui montre des résultats encourageants en se servant d'une nouvelle technologie. Pour la première fois, les chercheurs français de l'Agence nationale de recherche sur les maladies infectieuses, l'ANRS, ont utilisé des injections pour alerter et stimuler les systèmes immunitaires, comme l'explique Jennifer Pasquier, directrice scientifique de SIDAction. Justement, on est dans la même information. C'est un candidat vaccin qui cible des cellules clés du système immunitaire. Ce sont des cellules
dendritique qui joue vraiment un rôle important dans l'activation de la réponse immunitaire contre les infections. C'est une nouvelle stratégie. Il faut donc attendre de voir ce qu'il va donner, mais ça serait génial. Cela permettrait de capitaliser sur le rôle naturel de ces cellules, les cellules dendritiques, pour éduquer et préparer le système immunitaire avant une infection, dit-elle. Nous sommes juste au début du chemin du vaccin en phase 1, comme le rappelle Florence Thune, directrice générale des SIDAction. C'est toujours effectivement une première phase importante puisqu'elle permet de tester la bonne acceptabilité du vaccin, le fait qu'il y ait une réponse immunitaire et donc qu'on passe effectivement à une prochaine phase qui permette d'attendre les vaccins et les populations concernées. Donc, chaque étape qui est passée pour ces essais vaccinaux est une petite victoire, selon Florence Thune. Nouvelle-Calédonie, VIH, l'invisibilité et la peur. En Nouvelle-Calédonie, le VIH reste une infection méconnue, même si chaque année, de nouveaux cas de contamination s'enregistrent sur le territoire. C'est une infection mal connue pour laquelle il n'y a pas assez de dépistage, selon Isabelle Monchotte, médecin et sexologue, qui propose deux explications, l'invisibilité et la peur. Il n'y a pas de signes, c'est ça le problème. Le VIH peut rester silencieux 5, 10, 15 ans, expliquent les médecins et visent aussi les professionnels de santé. Mais souvent, les professionnels de santé oublient de faire les liens entre cette infection virale et les risques sexuels, c'est-à-dire des rapports avec pénétration non protégée. Le problème reste toujours le dépistage et il continue. Chaque personne sexuellement active peut attraper le VIH. Nous sommes tous concernés. Ça peut arriver lors d'un seul rapport sexuel, quel que soit l'âge, d'où l'importance de se faire dépister et s'adressant à son médecin traitant, elle dit, ou bien dans les dispensaires auprès des médecins ou des sages-femmes qui savent faire et qui sont formés. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On va faire une petite pause musicale. Arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui.
Vivre avec les VIH revient la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.